Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours, à 12h30. Bonjour Nicolas Duvaux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sociologue, professeur des universités à Paris 8 et vous avez co-dirigé d'ailleurs avec Cédric Lamba cet ouvrage très utile, Où va la France populaire, et c'est publié aux éditions des PUF. D'abord un mot sur cette idée de France populaire. C'est quoi la France populaire? C'est qui la classe populaire? Alors, les classes populaires, on en parle au pluriel pour bien désigner un continuum, un ensemble de populations qui, on va dire, vont des parties les plus paupérisées ou précarisées de la société française, ce qu'on appelle de manière très péjorative les assistés, ceux qui sont les titulaires de minima sociaux, comme le revenu de solidarité active. Donc depuis ces franges paupérisées jusqu'à des catégories d'ouvriers, employés, c'est ça le cœur de gravité, le centre de gravité des classes populaires, c'est ces professions, ouvriers, employés, qui représentent une très large partie de la société française, évidemment, et on va dire jusqu'aux segments les plus stables ou les plus proches, on va dire, en termes de pratiques culturelles ou de modes de vie de ce qu'on appelle les classes moyennes. Et quel est le dénominateur commun? C'est ça, c'est cette précarisation, cette paupérisation entre toutes ces classes? Non, pas réellement. Le point commun, c'est d'avoir ce qu'on pourrait appeler une condition subalterne. C'est-à-dire ce qui fait le propre des catégories populaires, et ça c'est notre collègue Olivier Schwartz qui a posé des éléments de diagnostic absolument fondamentaux sur cette question. Ce qui fait le propre des catégories populaires, c'est une situation de domination socio-économique, c'est-à-dire de position subalterne dans l'emploi, par exemple, et puis également des éléments de séparation culturelle, c'est-à-dire de séparation des normes de consommation dominantes, des normes du rapport dominant à l'école. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a exclusion, mais ça veut dire qu'il y a une manière de s'approprier ces biens culturels, par exemple, qui est relativement différente, et en tout cas différée dans le temps par rapport aux classes plus favorisées. Un mot sur la sémantique. En quoi le terme de classe populaire se distingue-t-il des classes moyennes? Alors, c'est une question évidemment très complexe parce qu'il n'y a pas de consensus parmi la corporation, on va dire, sur les délimitations de ces notions. Je peux faire juste deux remarques. Le grand clivage, on va dire, fondamental dans notre société, qui reste fondamental dans notre société, c'est ce qu'on pourrait appeler le clivage entre ceux qui, dans le monde du travail, donnent des ordres ou conçoivent, et puis ceux qui les appliquent, et ceux qui les mettent en œuvre, ce qu'on appelle les exécutants. Et de fait, le point de continuité entre les mondes professionnels ou ouvriers, dans leur diversité, et puis employés, dans aussi leur diversité et leur forte féminisation, c'est bien d'être dans ces positions d'exécutants. Et donc là, c'est une ligne de clivage qui, évidemment, va de pair avec des revenus inférieurs par rapport aux professions intermédiaires ou aux professions d'encadrement au sens plus strict. Et le point important, la deuxième remarque, c'est que, évidemment, parler en termes de classe, ce n'est pas neutre. C'est toujours été un vocabulaire chargé depuis Marx, mais évidemment dans toute l'histoire des sciences sociales, mais aussi de nos sociétés. Et parler de classe sociale, de classe populaire, c'est une manière de dire attention, il faut prendre les modes de vie dans leur intégralité. Rapport au lieu de résidence, rapport à la famille, rapport aussi à l'école et aux pratiques culturelles, et pas seulement de s'intéresser aux revenus. Est-ce que vous diriez justement qu'il existe encore aujourd'hui, ou est-ce qu'il existe aujourd'hui une conscience de classe, une conscience d'appartenir aux classes populaires? Alors, avec Cédric Lamba, nous mettons l'accent sur effectivement ces formes de différenciation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'une conscience de classe. C'est ça d'ailleurs un des éléments d'évolution les plus importants, c'est que notre société reste profondément structurée autour de différences de classe objectives. Mais par contre, la conscience de classe, elle s'est en partie dissipée, elle s'est en partie effacée au profit d'autres manières de se représenter le monde social. Donc on insiste beaucoup dans les contributions, et les auteurs et collègues qu'on a invités à contribuer à l'ouvrage insistent beaucoup sur les formes de différenciation. Pierre Gilbert, pour ne donner qu'un exemple, montre comment la rénovation urbaine et les politiques de rénovation urbaine, elles accroissent finalement la fragmentation entre les différents segments du monde populaire. Juste encore un mot sur justement cette conscience de classe et pour relier ça à l'actualité. Est-ce qu'à travers l'émergence justement des gilets jaunes, c'est une certaine conscience de classe, de la défense des intérêts de classe qui est en train de réémerger?
Alors nous sommes volontairement très prudents parce que ce livre a été écrit avant, avec des contributions de collègues qui ont passé des années sur le terrain, donc on ne plaque pas de diagnostic sur le mouvement des Gilets jaunes. Il y a évidemment par contre des éclairages qu'on peut voilà, mettre en regard avec encore une fois toute cette prudence nécessaire. Et parmi ces éclairages, on peut dire qu'un des éléments encore une fois centraux dans l'analyse des classes populaires, c'était la vision que ces classes populaires ont une conscience sociale dite triangulaire. C'est-à-dire qu'ils ne regardent plus comme auparavant seulement vers le haut, en s'opposant aux patrons, aux élites, mais ils regardent en même temps vers le bas, en se tournant contre des franges plus précarisées qui sont souvent amalgamées autour de la figure négative de l'assistanat ou de l'immigré. Un des éléments très forts qu'on voit dans ce mouvement, si on peut le dire ainsi, c'est que ce que Florence Weber appelle l'éthos égalitaire, prégnant dans ces catégories populaires, ressort. Et en quelque sorte, on voit un aspect un petit peu différent de ce qu'on avait tendance à souligner. Après, ça ne dit absolument rien de ce que sera la réalité sociale, politique et la représentation de soi de ces groupes dans quelques mois. Il n'y a aucune évidence. Hier, dans Libération, vous déclariez que quelques euros en moins dans un budget peuvent faire basculer dans la pauvreté. C'est ça qui a changé depuis l'effondrement justement de la classe ouvrière. C'est la peur du basculement. Ce que Robert Castel avait appelé la déstabilisation des stables. C'était déjà en 1995, quand on parlait de fracture sociale, justement. Oui, c'est effectivement l'idée que, en fait, dans les années 90 et 2000, quand on analysait les conditions, la situation sociale de la France en termes de crise. Et le petit déplacement qu'on opère dans la représentation de notre société, c'est de dire attention, on a des groupes qui sont installés de manière pérenne dans des situations de fortes contraintes. Et donc, dans l'ouvrage, c'est Anna Perrin-Heredia qui étudie de manière très, très, très précise les budgets des ménages et qui regarde comment ils font des arbitrages à quelques euros près chaque mois. Et ce qu'elle montre, et qui est, je pense, très important dans son étude extrêmement fouillée, eh bien, c'est que les ménages, même s'ils ont des revenus très proches, elle prend 3 femmes qui sont reliées, eh bien, ces 3 femmes, elles ont des revenus très proches et pourtant elles ont des rapports à leur propre trajectoire et des possibilités de stabilisation qui sont extrêmement différentes. Et donc, c'est ça de dire qu'à quelques euros près, parce que des toutes petites différences de revenus produisent dans des ménages modestes des différences de conditions qui peuvent être extrêmement importantes. Et un autre point tout à fait essentiel qu'elle montre, c'est qu'il n'y a pas seulement le niveau des revenus. Parce qu'encore une fois, c'est des ménages qui vivent avec des revenus très modestes, même s'il y a quelques petits euros d'écart, qui font de grandes différences, bien sûr. C'est aussi la stabilité des revenus. Quand on peut avoir une vision de sa trajectoire au moins stable, mais sinon ascendante, eh bien, on peut s'organiser, on peut anticiper, ce qui n'est pas le cas quand il y a une instabilité des revenus. Donc c'est ça le Robert Castel que vous évoquiez, souligner l'importance de cette instabilité, de cette insécurité. Aujourd'hui, on raisonne beaucoup dans notre société sur la question des inégalités, c'est très important. Et analyser les classes populaires, c'est une réflexion sur les inégalités. Mais il y a une autre dimension qui est un petit peu différente, c'est cette question de l'insécurité. Donc c'est de l'incapacité à organiser sa vie autrement que dans une gestion finalement au jour la journée. On voit à travers la crise sociale que nous traversons que derrière les inégalités sociales, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a les inégalités territoriales et vous avez évoqué effectivement l'analyse de Pierre Gilbert qui parle de fragmentation des classes populaires. Quelle analyse vous faites de ce programme dont il est question dans ce livre, de la rénovation urbaine qui a démarré en 2003 ? Oui, alors Pierre Gilbert se prononce, on va dire, de manière assez critique sur les politiques de mixité, de mixité sociale à travers la rénovation urbaine. Son point, qui est tout à fait essentiel, c'est de dire attention, parce qu'en voulant créer de la mixité par des politiques qui vont s'adresser d'abord au bâti, donc à la rénovation des lieux d'habitat des catégories populaires, en cherchant à les améliorer ou à les promouvoir, on va en fait opérer des distinctions entre les membres du groupe, entre les fractions du groupe. Et ce qui est très intéressant dans sa contribution, c'est de montrer que, et là, par rapport à des discours qui sont très en vogue dans la sphère politique ou médiatique, c'est de dire, attention, ces politiques de rénovation, elles vont passer à l'intérieur, par exemple, des groupes racisés. Elles ne vont pas opposer les racisés à la France périphérique, avec ces gros agrégats.
qui alimentent le débat public, mais qui du coup ne trouvent pas d'écho dans des recherches empiriques détaillées menées sur des objets et des endroits précis. Ici, en l'occurrence, pour Pierre Gilbert, le quartier des Minguettes. J'ai une dernière question, Nicolas Duvou. Olivier Masclet revient dans l'ouvrage sur les pratiques de consommation de la télévision par les classes populaires. Oui. Vous parlez justement de la culture aussi des classes populaires. Au-delà du nombre de chaînes de télévision et de la diversité des programmes aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans les pratiques ? Ce que montre Olivier Masclet, d'abord, encore une fois, on parlait de ces critères qui permettent de distinguer les classes populaires du reste de la population, c'est qu'une partie des classes plus favorisées s'est dépris de la télévision au profit d'autres médias, d'une diversification des sources d'information. D'abord, il montre la centralité de la télévision dans les univers populaires. Donc ça, c'est déjà un élément très important de constat. La télévision, c'est ce qu'il appelle l'invité permanent dans les foyers. D'autre part, il dit attention, c'est pas parce que la télévision est présente dans tous les foyers, dans l'immense majorité des foyers populaires, on va dire, qu'elle y joue le même rôle. Et donc il dit attention parce que en fait la télévision est un révélateur, un miroir des rapports à la culture de ces groupes. Et il montre qu'entre entre des fractions de classes différentes, entre des segments qui ont des ressources un tout petit peu plus élevées ou moins élevées, il va y avoir des rapports très différenciés. On va dire, pour le dire simplement, des ménages relativement stabilisés, qui envisagent une ascension sociale, vont utiliser la télévision comme un élément de solidarisation familiale, et puis comme un adjuvant ou un élément de familiarisation avec la culture scolaire. Tandis qu'il y a des ménages plus paupérisés, plus précarisés, en quelque sorte l'expression est peut-être un petit peu familière, mais vont peut-être s'abandonner dans la consommation de la télévision, en tout cas avoir un rapport où la télévision va être un petit peu le miroir de leur impuissance sociale. Merci beaucoup Nicolas Duvou. Merci beaucoup à vous.